7000 hectares de forêt et de landes détruites en 3 jours dans le sud-ouest, le Lot et la Bretagne. Ce soir, tous ces incendies sont maîtrisés. C'est l'heure du bilan écologique mais aussi économique. Les organisations juives veulent geler leurs relations avec les catholiques car les religieuses carmélites qui devaient quitter aujourd'hui leur résidence du camp d'Auschwitz en Pologne sont toujours sur place. Un lieu de souvenir dans lequel elles n'ont rien à faire, estiment ces mêmes organisations juives. Le Grand Bleu, c'est toujours du cinéma, mais dans la réalité, les deux plongeurs existent. Le français, Jacques Mayol, explique les raisons de sa passion. Madame, monsieur, bonsoir. Accablés par la chaleur et la fatigue, les sauveteurs sont parvenus dans la matinée et la journée de ce samedi à maîtriser puis à circonscrire les 3 principaux foyers d'incendie qui ont détruit au total 7000 hectares de forêt depuis mardi dernier. La situation est donc de nouveau sous le contrôle des pompiers, près de Redon, en Ille-et-Vilaine, où 550 hectares de pinèdes, de landes et de cultures ont été brûlés, près de Cajarc également, dans le Lot, où 1600 hectares de forêt ont été détruites, et enfin dans la région de Lacanau, dans les Landes, où 5000 hectares de pinèdes ont été incendiés. Il faut maintenant, bien entendu, dresser le bilan à la fois écologique et économique, rechercher les coupables éventuels dans la mesure où, à l'origine de ces feux de l'été, il y a malheureusement trop souvent des intentions criminelles. Reportage de nos envoyés spéciaux dans les Landes, Emmanuel Vanier, Christian Houtin. 5000 hectares détruits, un désastre économique et écologique. La forêt mettra des dizaines d'années à se reconstituer. Les arbres à demi brûlés seront bientôt abattus. Selon leur état, ils seront vendus en bois de construction ou en bois de chauffage pour les plus atteints. Le manque à gagner sera néanmoins très important pour les propriétaires, notamment les particuliers qui n'ont pas tous souscrit les assurances nécessaires. Mais les responsables de l'Office national des forêts ne perdent pas tout espoir. Dans un an, la forêt girondine dévastée devrait commencer à reverdir. Une parcelle comme celle que nous avons devant nous fait à peu près 20 ou 25 ans. Alors, nous avons face à la situation de désastre une possibilité donc de reverdissement qui va être relativement rapide. Il faudra des moyens, des hommes, de l'argent, de la graine de pain maritime. Et on peut avoir l'espoir, si toutes ces conditions sont réunies, de reboiser, de réensemencer et au bout de 5 ou 6 ans, voir des pins de 2 mètres de haut sur ces parcelles. Pour la commune du Porge, la plus touchée par ce sinistre, le bilan est réellement désastreux. De nombreux vacanciers ont quitté le site par crainte d'une reprise des incendies. Commerçants et hôteliers vont subir une forte baisse de leurs revenus. Le camping sera fermé pendant plusieurs jours. Son chiffre d'affaires représentait 10% du budget de la commune. Le camping, habituellement, bon an, mal an, rapporte 1 million de francs par an, net. Ce qui fait que donc, peut-être, je vais essayer, et ça c'est les suites, si vous voulez, de la catastrophe, je mets tout en œuvre pour que le camping ouvre début août, c'est-à-dire dans 8 jours. Le maire du Porge va d'ailleurs demander le classement de sa commune en zone sinistrée. Les autorités départementales vont bientôt se réunir pour tirer les leçons du sinistre. Il faudra doter la forêt girondine de moyens de prévention plus importants, notamment des détecteurs de fumée comme dans les Landes, et surtout augmenter les moyens permanents de lutte contre l'incendie afin qu'un tel sinistre ne se reproduise jamais plus. Je vous disais à l'instant, foyer maîtrisé, mais d'autres sont en train de s'allumer. Malheureusement, à l'instant même, j'apprends qu'un incendie a embrasé 25 hectares de forêt au sud de la Charente, près du village de Médillac, et la multiplicité des foyers qui s'allument environ tous les 100 mètres, d'après ce que disent les pompiers, laisse à penser que ce nouvel incendie pourrait être d'origine criminelle. 25 hectares de forêt ont d'ores et déjà brûlé. En rapport indirect avec la sécheresse qui sévit dans certaines régions françaises, 2 communes de la Drôme près de Valence ont décidé d'alerter la population sur le pourcentage trop élevé de nitrate dans l'eau potable qui peut se révéler dangereuse, et cela principalement pour les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes âgées. Ce nitrate dans l'eau est la conséquence d'une part de la pollution dans les villes et de l'emploi intensif d'engrais dans les campagnes. Reportage d'Éric Perrin et Thierry Monnier. À Châteauneuf-d'Isère et à Saint-Marcel-les-Valences dans la Drôme, boire de l'eau du robinet est déconseillé aux femmes enceintes et aux bébés. Les traces de nitrate détectées lors des analyses dépassent les 50 mg par litre, norme fixée par la loi. Les nitrates sont susceptibles en effet de provoquer la maladie bleue qui peut être mortelle pour les nourrissons et les fœtus. Conséquence de la pollution urbaine mais surtout de l'utilisation d'engrais azotés, ce phénomène n'est malheureusement pas limité à ces 2 communes. Je crois que toute la plaine de Valence
a les mêmes problèmes. Pourquoi avez-vous décidé d'informer la population alors? Parce que ça a été une décision, nous avons pensé qu'il était plus honnête d'informer les gens et de dire la vérité, et il vaut mieux comme ça, pour éviter tout accident qui pourrait en découler, malgré tout. Les doses détectées ici ne présentent pratiquement aucun risque pour les adultes, pas de panique donc, mais ils posent de manière exemplaire le problème. Le syndicat des eaux de la plaine de Valence n'a pas craint, en envoyant cette lettre d'avertissement, de jouer son rôle d'information, ce qui n'est pas toujours le cas. Par ailleurs, les agriculteurs sont souvent mis au banc des accusés. Mais le président du syndicat des eaux lui-même, ancien membre de la Chambre d'agriculture, aime à rappeler qu'on a souvent poussé les agriculteurs à utiliser les engrais. Pendant 30 ans, j'aurais demandé d'avoir des techniques toujours plus modernes. Et ceux qui ne prenaient pas ces techniques, ben mon Dieu, même dans vos pages, on voyait que c'était les retardataires, ils n'étaient pas bons, qu'ils n'étaient pas dans le coup économique et qu'ils devaient partir de chez eux. Pour résorber le problème, les communes concernées tablent sur une nouvelle source au pied du Vercors. Mais en attendant des solutions à plus long terme, elles comptent bien continuer à jouer la transparence. Les organisations juives prêtes à geler toute relation avec l'Église catholique. L'objet de leur colère, la congrégation des carmélites installée à l'intérieur même de l'enceinte du camp d'Auschwitz en Pologne et qui devait, ces carmélites, déménager aujourd'hui, 22 juillet, selon des accords qui avaient été passés précédemment. En effet, pour les institutions juives, l'Église catholique, et notamment polonaise, n'a pas à être présente à aucun titre dans ce haut lieu de l'Holocauste nazi où périrent des millions de juifs, tziganes et déportés. L'Église catholique en avait convenu, mais sur place, rien ne se passe. Jacques Violet. Il y a 2 mois, lorsque nous nous étions rendus sur place à Auschwitz, nous avions constaté que les sœurs carmélites continuaient de s'installer. Elles plantaient des fleurs, les ouvriers étaient au travail, les stocks de matériaux de construction importants. À travers le grillage de la clôture du Carmel, l'une d'entre elles, souriante mais bien déterminée, nous avait donné leur position. Ici, c'est notre propriété, personne ne peut nous obliger à partir. On est dans notre bon droit. De son côté, le père Moussial, négociateur pour l'église polonaise, nous avait montré le terrain, en face, sur lequel le futur Carmel serait installé. Les délais, malheureusement, c'était trop court. On ne peut rien construire en Pologne en 2 ans, mais si les pratiques administratives sont faites, elles sont presque terminées. Si on rentre avec les bulldozers, on va très vite. Visiblement, les sœurs sont là pour longtemps. 2 ans de négociations n'ont servi à rien. L'église polonaise savait qu'elle ne respecterait pas les délais. Aujourd'hui, la communauté juive remet en cause les accords et demande un gel des relations judéo-chrétiennes. Nous n'allons pas rompre les contacts, bien entendu, mais nous allons rompre le dialogue, ou tout au moins le suspendre, avec l'espoir que très rapidement, il y aura des gestes concrets qui renverseront l'ordre des facteurs et qui démontreront la volonté sur place de l'Église catholique polonaise de respecter les accords signés par ces 4 cardinaux. Et vous pouvez être assuré que le jour où ces signes concrets se manifesteront, le dialogue reprendra immédiatement. Ce que nous demandons, c'est le silence et l'absence de tout lieu de culte. Chacun peut venir à Auschwitz et prier selon son cœur et selon sa propre religion. Mais dès l'instant où vous installez quelque part une croix ou un signe religieux quelconque, vous apportez le trouble. Dans ces lieux-là, je le répète, ils sont tous morts dans le silence, quelle que soit leur religion. Respectons ce silence-là. Une grande croix devant les miradors d'Auschwitz, l'implantation d'un couvent de carmélites dans ce bâtiment qui fut un magasin de stockage du gaz Cyclone B utilisé pour gazer les hommes, les femmes et les enfants, ou bien encore l'ancienne commandanture de Birkenau, où sont morts 4 millions de juifs transformés en église, autant de signes, de marques d'une volonté de christianiser ces lieux, en oubliant peut-être qu'ils sont la mémoire de l'humanité tout entière. Le tribunal de Paris a rejeté aujourd'hui la requête de 9 associations musulmanes qui demandaient la saisie de la version française des versets sataniques de Salman Rushdie, mise en vente au début de cette semaine. L'avocate de ces associations musulmanes estime encore que le livre constitue une atteinte intolérable aux convictions religieuses et à l'honneur de plusieurs millions de citoyens de confession musulmane.
Étrangers maintenant, la reprise du travail qui s'amorçait dans les bassins miniers en Union soviétique est en panne et même plusieurs bassins se sont même remis en grève. Les mineurs sont très méfiants à l'égard des promesses gouvernementales d'amélioration de leurs conditions de travail et réclament un engagement personnel de M. Mikhail Gorbatchev. Christophe Martin. Après 11 jours de grève, ce mineur du Kouzbas s'apprête à redescendre dans le puits. Mais l'activité ne reprend que mollement en Sibérie. La moitié seulement des 300 000 mineurs a repris le chemin du travail hier. Et ce, malgré l'accord prévoyant notamment des augmentations de salaire, un accroissement des approvisionnements en biens de consommation et un plus grand contrôle des mineurs sur leur entreprise. Les comités de grève annoncent en effet leur intention de rester vigilants face à l'application des engagements des autorités. Cette défiance générale des salariés vise aussi le syndicat officiel. Ainsi, parmi leurs revendications, les 80 000 mineurs du Donetsk en Ukraine, en grève depuis une semaine, demandent la tenue de nouvelles élections syndicales. À Moscou, Boris Eltsine, le chef de file des réformateurs, a appelé les mineurs à reprendre le travail car, dit-il, la situation est désormais alarmante. Et la presse soviétique insiste sur le coût économique de la grève, estimant ainsi que la sidérurgie se trouve dans un état critique. Il y avait plus de 2 ans que les écoles palestiniennes des territoires occupés de Cisjordanie étaient fermées à leurs élèves. Le gouvernement israélien estimant qu'elles étaient autant de foyers de révolte. Et pourtant, elles ont été rouvertes aujourd'hui, partiellement du moins. Cela concerne 200 000 enfants des écoles primaires et des classes terminales de lycée. La reprise des cours s'est opérée dans une volontaire discrétion, de part et d'autre d'ailleurs. Enquête de notre correspondant à Jérusalem, Charles Anderlin. Pour les enfants de Sayed Kayal, un homme d'affaires de Ramallah, l'année scolaire a commencé ce matin. Elle sera courte, 4 mois seulement, durant lesquels il faudra rattraper l'équivalent de 2 années d'études. En effet, depuis le début du soulèvement palestinien en décembre 87, les établissements d'enseignement de Cisjordanie n'ont été ouverts qu'épisodiquement pendant quelques mois. Estimant que les écoles étaient des centres d'agitation anti-israéliens, l'armée en avait ordonné la fermeture. Les Palestiniens, eux, voyaient dans cette mesure une véritable punition collective destinée à encourager l'analphabétisme. C'est le plus beau jour de ma vie. J'espère que nous pourrons continuer à enseigner sans interruption. Mais ne craignez-vous pas des accrochages entre les élèves et les soldats? Nous leur disons d'éviter à tout prix ce genre d'incident pour ne pas donner à l'armée de prétexte pour fermer les écoles. Les élèves semblent avoir compris le message et affirment qu'ils ne manifesteront pas à la sortie des classes. Les enseignants, en tout cas, sont vigilants. Et puis l'administration militaire en a donné l'assurance au directeur de l'école, les soldats seront discrets. Ce matin à Ramallah, il fallait littéralement chercher entre les arbres pour découvrir les militaires. L'armée a évité toute présence trop voyante pouvant être considérée comme une provocation. Et chez les Palestiniens, le mouvement intégriste Hamas, qui avait décrété une grève générale aujourd'hui, en a dispensé les enseignants. Des deux côtés, on semble décidé à exclure l'enseignement du conflit politique en Cisjordanie. La rencontre a eu lieu, mais elle n'a pas abouti. À Bamako, au Mali, le chef d'État tchadien, Hissène Habré, a rencontré son ennemi, le président libyen Kadhafi. Sourire pour les caméras, mais l'accord ne s'est pas fait sur le différend frontalier qui, depuis toujours ou presque, divise les deux pays. Et à plusieurs reprises, les a même amenés à des affrontements armés. Pour autant, les négociations ne sont pas rompues, mais elles achoppent sur le retrait des troupes extra-africaines du Tchad exigées par la Libye, c'est-à-dire en clair le contingent français qui stationne au Tchad. Et puis encore cette brève à l'étranger, M. Andreotti, démocrate chrétien, a accepté ce soir de former un nouveau gouvernement après une crise de 2 semaines, Xème crise politique en Italie. Il a présenté la liste de son gouvernement au président de la République. Retour en France avec une histoire abracadabrante, mais bien réelle toutefois. Un homme de 39 ans qui travaillait dans la région de Lyon disparaît un beau matin de son travail. Envie de partir, dépression, on ne sait pas. En effet, le même jour, on retrouve un corps noyé que tout le monde prendra pour le sien jusqu'à la semaine dernière. Reportage de Claire Sébastien et Vincent Maillard. Cet homme est mort officiellement il y a 5 mois. Un corps repêché dans le Rhône a été identifié comme étant celui de Philippe Delemarle.
Son retour au village a provoqué la stupeur et le sourire au café du commerce. Je croise ma femme en revenant, elle me dit, tu sais pas la dernière, le Philippe de Lomarle n'est pas mort. Ah, je fais, t'es sûr? Elle dit oui, il y en a un article en page région. Si on a des morts, quelque chose qui arrive, hein? Bien qu'il ressuscité. Un mètre ruban ressemblant à celui de Philippe, une même cicatrice sur la joue gauche. Voilà les indices qui ont permis à son employeur de Lyon d'identifier le noyé. La famille, sous le choc, ne s'était pas déplacée. Ce qui nous a un peu surpris, en fait, c'est que les parents ne sont pas allés reconnaître le corps. Ça, c'est une chose qui m'a un peu surpris. Je sais que personnellement, si j'avais un problème comme celui-là, j'irais voir si mon fils était vraiment, si c'est vraiment mon fils. Et si les parents voulaient pas se déplacer, bon, c'est sûr que c'est un choc. Enfin, ce qu'il aurait fallu, c'est envoyer quelqu'un sous du village qui puisse le reconnaître. Le 20 février, Philippe est déprimé, il quitte son travail subitement, voyage, puis s'installe au Sable d'Olonne. L'ami qui l'héberge, ne le voyant pas rentrer un soir, téléphone à ses parents à Thiaucourt. Le soir comme ça, ça a pris 5 mois pour que je revienne. Je pense qu'il y a eu un concours de circonstances extraordinaire. Le gars s'est foutu à l'eau. Moi, j'ai pas demandé à ce qu'il se foute à l'eau, le jour-là en plus. Que le jour où je suis parti, je pouvais pas. Et puis, moi, j'ai continué ma route. Lui, il a fait la sienne, manque de pause, ça s'est arrêté. Ça m'a permis de franchir un pas que je n'ai peut-être jamais franchi parce que j'avais peur. J'ai retrouvé mes parents, j'ai retrouvé ma fille. Je suis heureux. Il n'y a pas d'autre mot. Le choc semble salutaire à Philippe. Reste qu'au pied de sa tombe, il s'interroge toujours sur l'identité de celui que l'on a enterré à sa place. Avant de continuer, je reviens un instant sur la grève des mineurs en Sibérie. On vous parlait à l'instant de la pression qu'exerce sur les mineurs pour que le gouvernement aille plus loin. Et bien visiblement, ces mineurs ont été entendus. Monsieur Gorbatchev vient d'annoncer que des discussions auraient lieu au Parlement et au Conseil des ministres de l'Union soviétique. Cela dit, en attendant, il demande tout de même aux mineurs de reprendre le travail. Pas la peine d'expliquer ce qu'est un tube de l'été, la chanson que tout le monde sifflote ou chantonne pendant les vacances. Pour les promoteurs de ces succès de l'été, il est important d'abord de bien les préparer, presque scientifiquement, et ensuite de vérifier immédiatement leur impact auprès du public. C'est ce que fait une société qui s'appelle Media Control et qui, pour ce faire, emploie une méthode pour le moins inattendue. Enquête de Stéphane Magnier et Gilles Raglis. La super bataille des branchés pour entrer au club ultra fermé des tubes de l'été commence parfois en tôle. Ici, c'est la maison d'arrêt de Metz. Cellule 50, l'un des détenus enregistre consciencieusement sur son magnétophone 18 heures des programmes quotidiens d'une station de radio. Tous les 4 heures, je change de bande, il y a des bandes à 4 pistes, donc je change, voilà. C'est tout ce que j'ai à faire. Vous écoutez la radio? Non, non, pas du tout. Non, jamais. Donc c'est uniquement une fonction d'enregistrement. C'est ça. Dédé, respectons son anonymat avec ce surnom, est l'un des 9 prisonniers répartis dans toute la France qui mettent sous haute surveillance les radios, jusqu'à 11 stations différentes pour certains d'entre eux. Le dépouillement, c'est le travail des salariés de Media Control. Aux envois postaux des 9 prisonniers s'ajoutent ceux de 9 retraités pour donner cet amoncellement de bandes à écouter chaque jour. Chaque chanson, son heure de passage, tout est scrupuleusement noté, classé et mis en fiche par l'un des 14 jeunes employés. On a à peu près 2 mois de formation, quoi. On écoute pas mal du 45 parce que les maisons de disques, tout ça, ils nous envoient des 45 et puis on les écoute chez nous régulièrement jusqu'à ce qu'on les connaisse par cœur, quoi. Et puis après ça continue, quoi. Une fois qu'on est lancé, c'est bon, quoi. Vous êtes capable d'identifier instantanément combien de titres comme ça? Environ 300. 300 titres, comme ça. Media Control est une société privée, mais elle fait figure de référence quasi officielle pour le monde du showbiz. Depuis le grand boom des radios FM, les producteurs, les maisons de disques, les artistes eux-mêmes ne savaient plus y donner de l'oreille. Aujourd'hui, ils sont devenus les principaux clients. Ce qui intéresse nos clients, c'est de pouvoir réagir très rapidement, de savoir très rapidement tel titre a reçu un accueil favorable d'abord des radios, ensuite de son public, de ses auditeurs plutôt. Et
de mettre en place une politique commerciale aussi. Parce que le but dans toute cette affaire, c'est de vendre du disque. Quand on nous a promis des choses, les radios nous ont promis un centre de passage et qu'on ne les a pas, on prend notre téléphone, on dit pourquoi ? Et voilà comment, en 45 petits tours, l'organisme chargé de mesurer l'audience des chansons peut devenir instrument de pression pour améliorer cette audience et faire grimper le titre au top 50. Insupportable pour les radios. C'est vrai que quand on a 15, 20 attachés de presse dans la journée, au bout du 20e, on fait « Ouh, moi j'en peux plus, et c'est vrai que tu me parles de média contrôle, j'en peux plus ». Enfin bon, cela dit, moi je pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Les pressions qu'elles subissent prouvent au moins que les radios ont du succès, mais que le public y retrouve la spontanéité de son goût, ça, c'est une autre histoire. Je suis sur la Lune et j'ai en face de moi un extraterrestre. Fermons nos radios, ouvrons nos cœurs. Solidarité pour 4000 enfants arméniens qui, cette année, ont pu partir en vacances afin d'oublier un peu, du moins, le souvenir du terrible tremblement de terre de l'hiver dernier. Une cinquantaine sont en France, dans une colonie de vacances de Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. Reportage de Patrice Velay et Jean-François Georgetti. Loin, très loin de l'Arménie, pour renouer enfin avec leur adolescence. Une colo que là-bas, ils n'auraient jamais imaginée. Lucine, Arkadix, Evan et les autres, pour un mois en France, vont de découverte en étonnement. C'est la première fois que je monte sur un cheval, ça me fait très peur, mais c'est tellement bien que j'en oublie d'avoir peur. Et la France, tu en penses quoi? Ce que j'ai remarqué le plus, c'est la culture. En France, les gens sont très cultivés et je suis très heureuse d'être accueillie ici. À peine une semaine et des sourires déjà sur tous les visages. Ici, on parle peu du séisme, on ne chante pas pour l'Arménie, trop de souvenirs. Une colo solidarité voulue par les Arméniens de Marseille. Il était important pour nous de nous tourner vers ces enfants qui sont l'avenir de notre communauté et l'avenir de notre patrimoine culturel, de façon à essayer de leur apporter un plus pour qu'ils poursuivent cette vie sur leur territoire, sur notre territoire ancestral. Ouverture, contact et premier dialogue avec les jeunes Français d'origine arménienne, pas toujours facile de gommer les frontières. Il y a des choses qui me demandent ce que c'est, par exemple les boîtes aux lettres. En faisant une promenade, ils m'ont demandé ce que c'était. Et ils ne connaissaient pas beaucoup de choses. Hein. C'est en venant qu'ils ont vu notre mode de vie. Tourner le dos à Barcelonnette ne sera pas facile, mais tous espèrent ici conserver intacte cette frêle passerelle entre les montagnes des Alpes de Haute-Provence et celles d'Arménie. Histoire de se rafraîchir un peu maintenant. Vous êtes des millions à l'avoir vu au cinéma, Le Grand Bleu avec ses deux plongeurs, amis, rivaux, l'un italien, l'autre français. Eh bien, ces deux hommes existent, bel et bien. Nos reporters José Blanc-Lapierre et Christian Autain ont rendu visite à Jacques Mayol, le français, qui plonge encore et s'explique sur les raisons de sa passion. Et il affirme que la compétition sportive et l'exploit ne sont pas ses principales motivations. Son secret, constituer une réserve respiratoire, concentration, ventilation pulmonaire, une technique empruntée au yoga. Voici l'homme le plus profond du monde, 105 mètres, sans appareil, près de 4 minutes sous l'eau, voici l'homme dauphin. Une curiosité pour la science, chacune de ces plongées est une expérience, ses prises de sang à moins 100 mètres dépassent les limites de l'homme. Un passé oriental, des plongées dans le triangle des Bermudes, un Marseillais d'origine qui dialogue avec les dauphins, des mains qui ont remonté des trésors à la surface. Aujourd'hui, finie la compétition, seule la recherche l'intéresse. Depuis une trentaine d'années, depuis 25 ans, je me suis écarté des records sportifs pour entrer dans les phases expérimentales et j'ai cherché donc à pouvoir m'expliquer à moi-même le comment et le pourquoi de ces plongées très profondes. En découvrant, grâce à un entraînement psychosomatique très poussé, que l'homme a des ressemblances, des affinités avec les mammifères marins.
Pourtant, comme dans le Grand Bleu, Jacques Mayol a un rival, l'Italien Enzo Maiorca, qui tente actuellement une plongée à 106 mètres. Ses performances ne sont pas officielles. La compétition en plongée libre est interdite depuis 1970, raison de sécurité. Si vous faites de la plongée libre, vous n'avez besoin d'aucun équipement. C'est-à-dire que le jeune qui va aller sur la plage maintenant, surtout l'été, va essayer de descendre à 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, et s'il arrive un pépin, il est tout seul. Et là, on a constaté quand même une recrudescence des accidents. Et c'est ça qu'il faut éviter. Plongeur cobaye, il est aussi en quête d'absolu. Comment résister à l'appel des mystères de la mer, surtout quand ces palmes ont effleuré les traces de l'Atlantide? On arrive au sport par le biais des compagnons du devoir. Vous savez, ces grands professionnels du bâtiment dont l'origine remonte aux bâtisseurs des cathédrales du Moyen-Âge. Curieux, mais pourtant, c'est en véritable sportif qu'ils préparent les Olympiades des métiers qui auront lieu au mois d'août en Grande-Bretagne. Reportage de Frédéric Crotta et Philippe Breton. Voici en avant-première la photo officielle de la plus inconnue des équipes de France olympiques. Aucune rédaction sportive n'en a jamais entendu parler et pourtant nos champions sont en stage à Quiberon. L'an passé, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur les Jeux de Séoul, en Australie, la France empochait tranquillement 5 médailles. Olivier Sanchez n'est pas boxeur, il vise pourtant le podium dans sa discipline, il est tailleur de pierre. L'épreuve pour un tailleur de pierre, on aura donc une préparation d'1 heure pour examiner le sujet. Ensuite, on aura l'application en 3x8, 24 heures. I officially declare the Olympics open. Pratiquement inconnu du grand public, en France, les Olympiades des métiers existent cependant depuis près de 30 ans. À Birmingham, le mois prochain, elles réuniront 20 pays et 35 professions, du fraiseur au coiffeur en passant par le sommelier. À qualification égale, ce qui fait la différence entre tous les candidats, c'est la résistance physique. Pour un charpentier, c'est bien parce que ce n'est pas un sportif de haut niveau, ni un sportif qui est préparé. Donc pour lui, c'est bien. Mais je pense qu'on peut améliorer justement ses pulsations grâce à un travail de préparation physique que nous sommes en train de faire actuellement. Et plus je m'intéresse à mes épaules, plus je les sens. Le physique bien sûr, mais il faut compter aussi avec les nerfs. Pour éviter que les champions craquent, on utilise la sophrologie, une méthode de conditionnement et d'autosuggestion parfaite pour ce genre de compétition. Il est très mauvais, paraît-il, de partir gagnant et de rêver aux médailles. La concurrence est terrible, les Asiatiques sont notoirement redoutables. Avant de traverser la Manche, pour ces 30e JO, nos champions très timides ont besoin de tous vos encouragements. Le Tour de France maintenant, arrivé cet après-midi à l'île d'Abo, près de Lyon, victoire au sprint de l'Italien Finanza, un quart de roue à peine devant le Hollandais Nijdam. Le Français Laurent Fignon garde évidemment, pourquoi je dis évidemment, il garde son maillot jaune avec 50 secondes d'avance sur l'Américain Greg LeMond. Tout peut encore se jouer demain dans le contre-la-montre individuel qui se jouera entre Versailles et les Champs-Élysées. Encore un anniversaire en cette année de célébration après les 100 ans de la Tour Eiffel, le bicentenaire de la Révolution française, un centenaire beaucoup moins solennel mais très important quand même. Reportage de Christophe Tison et Jean Cornu. L'essentiel, c'est pas le sentir. Au-delà du pratique, il faut qu'il ait un mystère. Quand il a un mystère, c'est... Oh. Ça m'intéresse pas. Le premier que vous avez rencontré? C'est celui de ma femme. Il n'y a que celui-là que je connais, c'est tout. T'as peur de quoi? Moi, je trouve qu'il y a un petit côté secret. Vous le montrez de temps en temps? Non, pas vous. Désolée. Au revoir. Le secret, le mystère, c'est lui. Le soutien-gorge dont on célèbre cette année le centenaire. Inventé pour remplacer le corset, il est très vite devenu le symbole d'une certaine séduction hollywoodienne. Pourtant, à l'origine des scandales, des obsessions et autres sortilèges, une révolution bien française. Mais cette fois, les bonnets n'étaient pas phrygiens. Ce fabuleux objet est la réplique du premier soutien-gorge qui a été créé en 1889 par mon arrière-arrière-grand-mère. Il est encore attaché au corset par le dos et était tout à fait révolutionnaire à l'époque parce qu'il soutenait la poitrine par les épaules, par des épaulettes et libérait le plexus solaire.
C'était une femme libérée, une grande amie de Louise Michel et tout à fait féministe avant la lettre, très indépendante. En 68, ce sont pourtant d'autres féministes qui brûlèrent ce qu'elles appelaient un instrument de tyrannie masculine. Moins militantes, les années 80 l'ont remis à l'honneur. Heureusement pour nous, les hommes, et pour Woody Allen, qui commençait à en rêver très très fort. Il y avait un tiercé cet après-midi. Pour gagner, eh bien, il fallait jouer le 2, le 3 et le 5 ou le 2, le 3 et le 9. En effet, les deux premiers shows sont arrivés, vous l'avez compris, ensemble sur le poteau d'arrivée. Puis il y avait donc un quartet. Pour le gagner, vous ajoutez ou le 9 ou le 5 et la combinaison ne rapporte pas très gros, d'ailleurs 1082 francs et 40 centimes. Il y a des courses demain et un tiercé. Voici le pronostic de Pierrette Bresse. Ça va se courir à Maison Lafitte. Elle vous conseille de jouer le 11, le 2, le 17, le 19, le 20, le 4, le 10 et le 3. Voilà, ce journal est terminé. C'est aux alentours de 23h30, 35 que vous retrouverez pour les toutes dernières informations Christian-Marie Monod. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain à 13h précise. Au revoir, bonsoir.